Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui dans cet espace de lutte, d'échange et d'espoir aussi. Cette table ronde a pour titre Violence dans l'enfance, sortir des cultures de la dépression. Et nous avons 5 intervenants aujourd'hui que je vais brièvement présenter. Donc nous avons Claire Bourdi, qui est fondatrice du collectif enfantiste à l'espace. Donc un collectif militant qui organise aujourd'hui ce festival. Donc à côté, nous avons Emma Etienne du collectif SPIC, dans l'espace de parole libre pour les jeunes personnes en début des violences dans l'enfance. Nous avons aussi Marion Clark, autrice, réalisatrice et militante pour les droits des enfants. Nous avons Anne-Claire Chermette, de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Et Marine Manard, autrice, accompagnante parentale et militante pour une éducation libérée de la violence. Merci encore à vous d'être là. Je vais juste rappeler un peu le cadre de cet échange. Nous allons avoir 1 heure d'échange avec les intervenantes et puis nous aurons une demi-heure d'échange avec vous. J'introduis aussi la présence de jeunes personnes avec nous et donc je nous demande à tous de peut-être faire attention à la manière dont on va évoquer les choses et à la sensibilité de toutes les personnes présentes de tout âge aujourd'hui. Commençons directement. J'aimerais m'adresser pour commencer peut-être au collectif enfantiste pour déjà commencer à définir un peu de quoi nous allons parler aujourd'hui, les notions de domination adulte, d'enfantisme, d'adultisme et au-delà des définitions, est-ce que vous pourriez nous expliciter le rapport entre les violences faites aux enfants et l'adultisme? Bonjour à toutes et à tous. Du coup, pour répondre à ta question, déjà j'aimerais bien savoir dans la salle qui connaît l'adultisme et sa définition. Waouh, c'est génial déjà. Et qui connaît l'enfantisme? Un peu moins. Bon, sortirez tous les mains. Très brièvement, l'adultisme, c'est donc la domination des adultes sur les enfants. C'est un système d'oppression qui est systémique, c'est-à-dire que c'est partie du système qui est partout, tout le temps, et il faut se déconstruire de cet adultisme pour avoir une société plus égalitaire envers les enfants. Bon. Très rapidement, et l'enfantisme, c'est un mouvement social, politique et culturel qui vise à lutter contre toute forme de violence faite aux enfants, mais qui vise aussi à l'égalité de dignité et de respect de tous les enfants et les ados, sans distinction aucune. Regarde soleil, et donc pour répondre à la question, en fait le lien entre les violences et l'adultisme, c'est ce que le collectif en fait essaye vraiment de visibiliser au sein de la société française, parce que en fait la protection des enfants, les droits des enfants en fait est présent sur le territoire depuis plusieurs années, mais c'est une lutte qui pense en silo. Voilà, chaque association a sa spécialisation et on a ces violences, les violences sexuelles d'un côté, les violences physiques de l'autre. Et en fait, on milite, le travail se fait en silo et on met pas en lien toutes ces formes de violence et du coup, on va pas déconstruire le système qui permet ces violences, donc l'adultisme. Et ça, pour nous, c'est un vrai problème parce que on peut pas en fait changer la société sans en comprendre vraiment ces mécanismes et son fonctionnement.
Donc c'est important dans le collectif informatique de lier toutes les formes de violence avec l'adultisme qui est le système d'opposition. La question, alors, nous au collectif, on nous a dit un jour, enfin pas qu'un jour, d'ailleurs plusieurs fois, mais on l'a déjà dit, moi je dois lutter uniquement contre l'inceste. C'est vrai que dans la société aujourd'hui, l'inceste c'est une forme de violence qui est plus visibilisée médiatiquement. Alors, elle est plus visibilisée, c'est pas pour ça qu'on la connaît, cette forme de violence. Nous, souvent, au collectif, on fait des tas de sols, par exemple, ou des collages avec les chiffres de l'inceste. La plupart des gens ne connaissent pas les chiffres de l'inceste. La CIS, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, il y a aussi très peu de personnes, finalement, qui connaissent cette commission. Donc, il y a encore énormément de choses à faire. Mais au niveau de la médiatisation, aujourd'hui, on n'est plus en 1980, où on va dire que l'inceste, c'est OK. Aujourd'hui, la société a quand même conscientisé que l'inceste c'est interdit, même si c'est toujours aussi majoritaire dans les foyers. Mais par contre, de l'autre côté, au niveau de la médiatisation, on va avoir des personnalités publiques qui vont prendre la parole sur les violences éducatives ordinaires et qui vont dire que faut plus d'autorité, il faut frapper les enfants pour les redresser. Enfin voilà, tu casses, tu répares, les cuivres, etc. Et ça c'est problématique pour nous parce que du coup là on a finalement une sensibilisation à deux vitesses. Donc d'un côté on dit faut pas violer les enfants et puis de l'autre on va dire par contre il faut les taper. Ça c'est ok parce que faut les humilier quoi. Et ça va pas du tout. En fait on construit pas les mécanismes des violences. On va pas chercher engendre le déni et toutes les violences. En fait finalement c'est quoi l'inceste? C'est quoi les infanticides? Quand commence l'inceste? Quand commencent les infanticides? C'est une vraie question dont on réfléchit pas trop. Est-ce qu'il s'agit d'actes isolés? Est-ce qu'il s'agit uniquement d'une seule forme de violence? Il faudrait indépendamment des autres violences. Est-ce que l'inceste est si différent de l'infanticide? Alors on s'entend, c'est pas la même forme de violence, ça n'a pas les mêmes conséquences. Mais dans le fond, à la base, à la racine, est-ce que ces formes de violence n'ont pas des choses en commun? Dans toutes les formes de violence, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'enfant est soumis et objectifié. Voilà, il appartient à l'adulte et l'adulte en fait ce qu'il veut. Là, c'est commun à toutes les formes de violence. C'est un objet de possession qui est du coup, j'aimerais faire une métaphore aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui la société considère un enfant comme un bon odeur dans une maison. Alors là par exemple on a des fleurs. Je le mets où je veux, je le décore avec ce que je veux et si j'ai envie de le casser, je le casse. De toute manière, il est à moi et surtout il doit rester dans un coin de préférence propre et silencieux, c'est génial. Personne ne dira rien parce que tout le monde sait qu'un beau fleur ça appartient à quelqu'un. On va pas dire à un voisin que tel pot de fleurs semble abîmé, ça pourrait faire de la veine à son propriétaire. On en est bien étiqueté, on va rien dire. Et nouveau. Voilà. Quand on va dans les magasins ou les transports, il n'y a rien qui est prévu pour la présence d'un pot de fleurs. À quoi ça servirait? Non, je pense qu'on est tous et toutes d'accord ici pour dire que un pot de fleurs, c'est pas fait pour aller dans les magasins. De toute manière, voilà, un fleur, c'est un fleur. Il est beau, il est beau. Par contre, si jamais le poster commençait un peu trop imposant, donc s'il vous plaît, n'évitez pas les pots de fleurs dans les magasins. En fait, c'est pas un lieu pour ça. C'est métaphorique, mais c'est un peu ça quand même. Donc, on vit dans une société qui a intégré le fait que les enfants sont des pots de fleurs. Hashtag non là-dessus. Pas tous les adultes. Déjà dit que ça ne concernait pas tous les adultes, c'est là où les petits ont un peu du mal à être compris. Oui, donc voilà, je voulais vous montrer ici qui a déjà vu un enfant se faire discuter par un adulte dans un espace public, par exemple, fesser, des cris, des gestes brusques. Et qui ici a déjà réagi. Ok.
Énormément. Moi aussi, hein, j'ai déjà vu. Il y a quelques semaines d'ailleurs, un enfant prend une fessée. J'ai bien dit non. Je ne me mets pas à côté de la personne, je suis plutôt en arrière. J'ai rien fait. Ce qui n'est clairement pas bien, hein, mais il était construit aussi chez nous. D'ailleurs, ce qu'on pense Pesta, on avait fait construire. Ça prouve quand même qu'on a tous quelque chose à apprendre et à déconstruire. On contribue finalement tous à l'adultisme, une discrimination systémique. Et là, c'est important de le conscientiser. Je suis un peu long. Pour en revenir à l'inceste et aux infanticides, les enfants dans leur famille vivent des violences. Souvent, ils pensent que c'est normal parce qu'aucun adulte ne leur dit que les enfants et moi. Les adultes font ce qu'ils veulent. Ma fille m'a raconté que son prof de maths dit que parfois il donne des fessées à ses enfants. Elle était la seule à savoir qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Ses camarades lui disent qu'elle a de la chance parce qu'elle n'a jamais punie et qu'elle ne reçoit pas de fessées. L'autre arrivée dit la nomatrice aussi quand elle pose la question aux enfants dans sa classe, savoir si les enfants vivent avec de la violence éducative, la majorité des enfants répondent que notamment des punitions corporelles. Voilà. Donc là, c'est pour dire que vraiment, la domination, c'est aussi dans les films, les dessins animés, l'espace urbain, l'école, les magasins, partout. L'enfant a conscientisé que ce qu'il appartient au d'eux. Et s'il est puni injustement, il n'a pas son mot à dire, c'est comme ça et c'est pas autrement. L'enfant dominé est matricé. Tout ça pour dire en fait que le jour où un adulte augmente les violences, où il passe petit à petit les étapes, les enfants ne peuvent rien faire dans une société telle que la nôtre. Alors on les considère comme des pots de fleurs, mais en vrai, eux, ils ne sont pas des sœurs. Parfois parler, mais ils vont avoir des symptômes d'alerte aussi. Qui connaît les symptômes d'un enfant victime de violence? Cyrus, et ça. Voilà, c'est normal, hein, faut pas se sentir mal. Il n'y a pas grand monde, en fait, finalement, qui connaît les conséquences. C'est normal parce qu'on vit dans une société adultiste qu'on ne nous apprend pas, on ne sent pas, même les professionnels ne sont pas bornés à détecter les violences. Et donc, finalement, du coup, on n'est pas capable de voir les enfants et de les comprendre. Mais bon, après, je vous arrête tout de suite, hein, un bouffleur, ça ressent rien et ça n'a pas de symptômes. C'est un bouffleur. Voilà. Il va avoir une rayure, bon, va falloir faire gaffe, quoi. Mais bon. Quand il est cassé, c'est un peu plus embêtant. Mais dans le fond, c'est pas un grave. Pour la société, c'est juste le propriétaire du pot de fleurs, quoi. C'est un peu con pour lui. En même temps, c'est lui qui a glacé, donc ça me concentre la co. Oui, pas trop côté même 4 points. Voilà, enfin bon, c'est un pot de fleurs, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le seul responsable du pot de fleurs, c'est son propriétaire. Moi, j'ai d'autres pots de fleurs à m'occuper. Si tu l'es, mais en vrai, enfin, si tu veux arrêter l'inceste, il va falloir que les enfants arrêtent d'être des objets pour toute la société. Il va falloir que l'enfant soit entendu, cru, considéré comme un être humain, et que lui-même le sache qu'il est entendu, cru et considéré. Et ce n'est pas un enfant qui doit l'être, en fait, c'est tous les enfants, sans exception, et là, il y a du taf. Là, il y a du taf et il faudrait que tout le monde fasse attention au pot de fleurs de son voisin. Que tout le monde explique au voisin que finalement, le pot de fleurs n'est pas ce que le voisin croit que c'est. Et une fois que les enfants ne seront plus des pots de fleurs, alors c'est toute la société et même l'humanité entière qui sera bouleversée. J'étais longue, je suis désolée, mais voilà le lien entre les violences et l'adultisme. Je ne sais pas si ma métaphore a fonctionné, mais moi je la trouvais vraiment pertinente. Même si c'est triste de comparer un enfant à un pot de fleurs, c'est vraiment le reflet de la société. C'est un système qui permet toutes ces violences. Merci beaucoup Claire. Et nous rappeler qu'effectivement ces violences sont systémiques et que les jeunes personnes sont souvent, encore aujourd'hui, considérées comme des êtres à former, à éduquer, à contrôler. Et ça me permet de rebondir sur une question que j'adresse à tout le monde et peut-être plus particulièrement à Marie sur la conséquence des violences sur le développement des enfants et avec une sous-question de comment on peut encourager les adultes à sortir de cette relation de domination et à rentrer dans des relations plus horizontales.
Est-ce qu'on entend? Sinon, je la vox porte. Ça va grandir le micro? Bien. Qu'est-ce que c'est? Un peu. Voilà, super. Donc, du coup, je ne sais pas si on a un slide, mais si on les a pas, c'est pas grave. Super. Alors, passe de questions. Du coup, donc c'est vrai qu'au niveau scientifique, les études nous montrent différents types de conséquences. Alors, c'est pas parce qu'un enfant subit des violences qu'il va développer toutes les conséquences. En fonction de la degré de gravité de violence, on voit qu'il y a un effet dose dépendant, comme on dit en science. Donc, plus les violences sont fortes, répétées et présentes, plus les effets vont être importants. Et donc ici, je vous ai listé ce qu'on retrouve le plus souvent dans les différentes études, que ce soit en psycho, en sciences sociales et en sciences humaines, qu'on va trouver des difficultés de gestion émotionnelle et d'ajustement, des troubles du comportement. Donc là, c'est clairement un cercle vicieux. Je m'anticipe un peu sur la réponse de tout à l'heure, mais on veut contrôler le comportement de l'enfant en le dressant, le dominant, et en fait, on va générer en plus des troubles du comportement. Ça va être vraiment le cercle vicieux là-dedans. On va pouvoir développer des troubles d'attachement, de l'anxiété, des difficultés d'ajustement social et d'adaptation sociale. On sait que les enfants qui ont une éducation même simplement stricte et sévère à la maison, peu collaborative, vont avoir plus de difficultés de respecter les règles à l'école, par exemple, et donc seront les enfants un peu plus punis, parce que l'école a malheureusement aussi énormément de violences dites éducatives ordinaires. Il va y avoir un risque de désengagement moral, plus d'agressivité à l'adolescence, donc on voit que c'est des phénomènes et des conséquences qui se poursuivent et qui se développent en grandissant. Ça ne s'arrête pas quand l'enfant devient plus grand, avec des risques de délinquance. À l'âge adulte, je pense que je ne l'ai pas noté, il y a aussi des risques d'addiction qui peuvent se développer, avec des symptômes, des questions d'anxiété, évidemment, tout ça est pas le pied, c'est multifactoriel. De façon assez intéressante, et ça, c'est des parents de jeunes enfants vont être intéressés par ça, probablement. Quand on a une éducation qui est plus collaborative avec l'enfant, on observe qu'ils ont une meilleure compliance médicale, notamment chez le dentiste. Donc les enfants éduqués positivement vont être plus aptes à se faire soigner, ce qui peut être aidant aussi parce qu'il y a beaucoup de violences qui peuvent être appliquées dans des cabinets médicaux, parce que c'est pas tout compte respecter le consentement, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut avancer, il faut soigner l'enfant de faire où c'est un peu compliqué. On sait qu'au niveau politique, ça a un impact, parce qu'en fait, il y a vraiment un intérêt de santé publique et un intérêt social. Les enfants qui ont été éduqués dans une éducation positive, entre guillemets, plus collaborative, moins de violence, vont avoir une affinité politique plus démocratique. Ça, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis. Mais c'est assez intéressant de voir que les positions, en tout cas, sont moins extrémistes quand il y a une éducation qui est plus collaborative. Justement, ça se tient. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un tel doctorat pour se douter de ça, mais ça a été étudié quand même. En termes neurocognitifs, et ça, je vais développer parce que c'est ma spécialité. Au niveau du cerveau, je vais y venir dans la prochaine slide, mais on observe des troubles du sommeil, des effets au niveau du système inflammatoire chez les enfants qui subissent des violences aussi, et aussi des effets épigénétiques. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît l'épigénétique, mais en gros, c'est l'expression de certains gènes qui va pouvoir être modifiée en fonction de l'environnement. Voilà. En gros, donc votre code ADN n'est pas modifié, mais certains gènes vont s'exprimer de façon différente en fonction des phénomènes qui vont se produire dans l'environnement. Et donc, s'il y a un médecin dans les salles, il peut être en PS sur la manière d'expliquer, mais voilà, en gros, vous aurez l'idée. Donc, si on peut passer à la suite, j'ai détaillé, voilà, c'est la casquette de neuroscientifique qui reprend le dessus. Donc, il y a un joli petit schéma du cerveau. Donc, on n'est pas, j'ai essayé de trouver le glossu parlant. Et je vous ai mis quelques résultats d'études sur les effets de l'éducation. Alors évidemment, c'est des études de sciences humaines, donc il y a énormément de biais, c'est difficile de pouvoir traiter, évidemment. Mais globalement, on a vu qu'une parentalité est considérée comme étant sévère, avec punition, éventuellement châtiment temporel aussi, qui reste de l'ordre, qui n'est pas considéré comme de la maltraitance. Bon, la différence c'est nul, on s'entend bien, que je suis tout à fait d'accord que la PC c'est déjà de la maltraitance, mais voilà, donc les études, ils peuvent un petit peu essayer de calibrer pour trouver qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok pour entrer dans l'étude. Donc tout ce qui est parentalité sévère, rigide, voire très sévère, sur la BFI qui est là, on observe globalement des réductions de volonté cérébrale. Donc quand on parle le cerveau des enfants
qui subissent une éducation plus sévère et les enfants qui évoluent dans un cadre de moins sévère et moins vigile, eh bien, ceux qui ont des parentalités plus dures vont avoir un volume cérébral plus faible. On observe aussi, évidemment, un impact ici au niveau fonctionnel avec potentiellement des différences de développement, du développement de langage et du système cognitif en général. Je ne vais pas fatiguer trop avec ce genre de détails, mais effectivement, on a un effet sur le fonctionnement global de l'enfant, que ce soit en termes de santé purement physique et physiologique, mais aussi de santé cérébrale et psycho-affective, globalement. Venir à table. Deuxième question, du coup, j'essaie de pas être trop long. C'est la effectivement, je pense. Alors, pour favoriser une relation plus équilibrée, j'aime bien penser, alors après, j'aime bien penser que la société, malheureusement, va avoir un rapport aux gens vulnérables en général, et les enfants étant en première ligne de vulnérabilité, mais on pourrait développer ce qu'on est en train de dire ici avec les personnes âgées, par exemple, aussi, malheureusement, je veux dire, l'adulte, puissance, certain pouvoir, et donc pas créer de relation qui va être déséquilibrée potentiellement. Et donc c'est ça que j'aime bien parler de relations plus équilibrées. Pour moi, le premier axe sur lequel on va travailler, ça va être la perception qu'on a de l'enfant et de son comportement. Donc déjà, être informé, comprendre l'enfant et ce qu'il vit et pouvoir regarder son monde avec ses yeux, donc avec empathie en fait, pouvoir comprendre ce qu'il vit, va aider travail adulte à se décentrer de son petit confort personnel et son petit pouvoir justement. Il y a le problème de l'espace public évidemment qui est majeur et très problématique et tu l'évoquais justement, on va mettre pas son code fleur au supermarché parce que ça gêne en fait, parce que il y a rien qui est prévu pour accueillir les familles, les enfants, et donc forcément, un enfant n'est pas dans son espace pour pouvoir être accueilli, et donc va pas être adapté, mais en fait c'est l'environnement qui est pas adapté à l'index. Donc clairement, si tu as un chariot pour transporter les pots de fleurs, c'est mieux, et tu peux y aller au supermarché. Je veux dire qu'il y a sur le peu, mais c'est un peu les deux. Donc ça va être vraiment de travailler sur ces deux axes-là, et clairement là il y a un engagement politique et social qui doit y avoir place, parce que alors c'est super évidemment, et c'est le peuple qui va reprendre le pouvoir justement par rapport à ça pour le Coran et redistribuer ça de façon plus équitable dans la société. Mais il n'y a rien à faire, il faut que ça vienne d'en haut aussi, et il faut que chacun prenne ses responsabilités, je pense, au niveau politique et social pour remettre l'enfant et les personnes vulnérables au sens large, au centre et au cœur du projet, mais de collective en fait. Donc ça, le terme d'une nécessité d'engagement politique et médiatique, et ça, l'Union va pas oublier autrement, je pense, parce que du coup, c'est clairement en vulgarisant le plus possible et en rendant accessible au plus grand nombre et en dénormalisant les violences, alors en rendant l'éducation collaborative, positive, on sait comme on veut, banale, en fait, elle est normale, et tout le monde sera choqué de la fessée, de la claque qu'on va voir au supermarché. Alors que pour le moment, soit dans son compte pas, soit c'est délicat d'intervenir parfois. Ils vont pas se mettre en danger non plus. On n'a pas toujours la possibilité de le faire, et donc c'est toujours très compliqué. Si toute la société trouve ça anormal, évidemment, c'est plus facile de réagir. Donc ça va être de renverser la marginalité en fait de la chose. Et la dernière chose, moi, quand j'accompagne des parents dans ma liste des psychologues, du coup, ça va être de les aider à ce que le changement vienne de l'intérieur. Parce que je suis belge, ceux qui ne vont pas entendre chez nous, en Belgique, par exemple, on n'a pas la loi de 2019. Donc on n'est pas en règle, on a des associations qui ont attaqué l'État belge en justice. Alors, vous voyez, on corrige l'État belge ici, je ne sais pas de ça que je vous parle, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est encore plus normal chez nous, quelque part, c'est pas qu'une. Donc je peux pas arriver et dire, il y a la loi, tu peux pas taper ton enfant. En fait, non, il a le droit. De façon européenne, mais de façon belge, il n'y a rien qui bouge ici. Et je pense vraiment que mettre la pression aux adultes, malheureusement on le sent, mais on peut pas taper, on peut pas punir. En fait, on applique aux adultes la domination quelque part qu'on ne veut pas qu'il s'applique aux enfants. Donc c'est un peu ambigu ce que je suis en train de dire, un peu complexe, mais je pense que tout changement doit venir de l'intérieur complexe. Il faut que la personne ait l'envie et l'intérêt et la compréhension personnelle de pouvoir changer. C'est comme si vous arrêtez de fumer, on va prendre par votre métaphore. Si vous arrêtez de fumer, si vous le faites pour votre collègue, votre copain, votre famille, généralement vous reprenez assez vite. Par contre, quand vous décidez d'arrêter pour vous, ça tient mieux.
Donc, je pense qu'il faut vraiment générer une motivation, un changement qui vient de l'intérieur, que justement ce changement soit efficace, réel et s'installe. Donc, s'installe vraiment dans les personnes. Voilà. Je pense que... Merci beaucoup. Je rebondis sur ce que tu introduisais par rapport à l'espace public qui n'est pas adapté aux jeunes personnes, qui n'est pas adapté aux personnes porteurs de handicap, hein, et avec cette situation justement de d'autres groupes sociaux qui pourraient être aussi discriminés de la même façon. Et du coup, j'aimerais bien poser une question à vous tous, à la personne qui voudra bien y répondre, ou aux personnes qui voudra bien y répondre, à savoir, qu'est-ce qu'on peut dire que les violences faites aux enfants peuvent être mis en lien avec d'autres formes de domination, que ce soit les questions du féminisme, de racisme, enfin, à des questions plus larges. Et est-ce qu'on peut parler de continuum des violences? Est-ce que quelqu'un veut réagir sur cette question-là? Je m'en suis même. Oui. Il y avait la table ronde ce midi sur l'intersectionnalité, qui était très très intéressante. Je pense que les personnes concernées vont vraiment bien en parler. Et c'est un peu en rapport avec ce que je disais là au début. Il y a un continuum des violences sur les violences, et puis il y a un continuum des violences entre le système d'oppression et l'adultisme et les autres systèmes d'oppression que sont le racisme, le validisme, les LGBTQIA+, les enfants placés, etc., parce qu'il y a deux formes d'oppression dans notre société malheureusement. Mais évidemment, le tout fonctionne ensemble, et je trouve d'ailleurs que dans l'intersectionnalité, donc c'est le croisement de tous ces systèmes d'oppression. On parle très peu d'adultisme, ça commence à prendre. C'est vraiment très intéressant, du coup, justement, cette intersectionnalité, parce que on ne peut pas parler de racisme sans adultisme, et on ne peut pas parler d'adultisme sans racisme. Tous les systèmes d'oppression fonctionnent ensemble. En fait, on vit dans une société de domination. Et donc, forcément, on ne peut pas réfléchir à une domination en silo, et tout s'imbrique, en fait. Et c'est d'autant plus grave de pas... en fait, surtout dans le mouvement de l'enfantisme, il faut vraiment conscientiser et créer ce mouvement qui est en train de naître dans un continuum avec tous les autres systèmes de pression. On ne peut pas exclure un seul enfant, en fait. Au quoi on lutterait pour des enfants et pas les autres. Je pense notamment à la politique en ce moment qui exclut vraiment, par exemple, les mineurs isolés. Ou les enfants racisés, ça c'est pas possible. On est contre une société de domination, c'est pour tous les enfants. On soigne tous les enfants, on protège tous les enfants et on discrimine aucun enfant. On va dire c'est pas parce que tel enfant ou tel enfant est pas pareil que on va en privilégier un. Mais aujourd'hui c'est ça. Aujourd'hui les enfants sont dominés, mais il y a des enfants qui croisent les systèmes d'oppression et qui sont encore plus dominés que les autres enfants. Et du coup, à l'OVO, il y avait une intervention de Lyselle Quiroz, une enseignante chercheuse, et qui parle de la zone de non-être. Et donc, justement, sur les enfants, c'est hyper intéressant parce que, du coup, il y a vraiment l'enfant qui est invisibilisé dans la société, qui connaît rien, qui est un beau de fleurs, et puis en dessous, il y a les enfants qui vont vraiment être dans cette zone de non-être. Et Sonia tout à l'heure au secondaire parlait du fait qu'on estime finalement par exemple que les enfants des quartiers populaires en fait sont des sauvages. Mais ça c'est vraiment cet échec comme ça dans la société des enfants fait. Et donc non seulement les enfants sont dominés et violentés, mais en plus avec cette échelle, vous avez des enfants qu'on ne voit vraiment pas du tout, ils sont en dessous encore, c'est même des posters, là. C'est des poubelles, je veux dire, c'est honteux ce qui se passe. Et ça, on ne peut pas avoir un enfantisme ou un anti-adultisme sans considérer le racisme, le matisme, les LGBTQIA+, Covid, etc., etc. C'est important. Alors, je suis d'accord, évidemment, clair, tu sais. Autant, j'aimerais, alors je parle pas d'un avis personnel, je parle plus d'un perspective internationale.
je voudrais quand même dire, dans la recherche internationale, l'enfantisme aussi, la discrimination dans les enfants, c'est pas nouveau. L'enfantisme, en tout cas, ça ne pas des années 70. Hein. Je veux dire, dans les sciences humaines et sociales internationales, on en parle aussi depuis les années 90. Tout ça, on le découvre en France, mais en réalité, c'est pas nouveau. Et c'est intéressant de voir comment ça a été au niveau international. D'abord, justement, quand c'est-à-dire qu'on a commencé, dans les années 90 à peu près, à parler des enfants, des sciences de l'enfance et de la jeunesse, comme on les appelle internationales, et on y a mis uniquement les enfants. Bon, déjà, parce qu'à l'époque, on parle moins aussi de toutes ces questions. Mais on avait vraiment mis les enfants aussi dans l'idée qu'on allait faire une place aux enfants. Donc on parlait beaucoup plus de l'enfant comme une personne, uniquement un type d'enfant. Et c'est vrai que par la suite, il y a eu des critiques, des gens qui sont venus dire, en fait, il n'y a pas un enfant. Hein, il y a, l'enfant de 6 mois n'est pas le même que l'enfant de 15 ans, l'enfant resté n'est pas le même que l'enfant. Forcément, il y a quelques nuances. Mais je pense aussi que peut-être qu'avant de faire toutes les nuances, on a besoin aussi en France de parler des enfants aussi, en tant que catégorie en tant que telle. Je pense que c'est vraiment important dans notre culture française, évidemment, que notre maman française est complètement invisibilisée. Donc en tout cas, d'un point de vue international, c'est comme ça que ça s'est passé, il y a une dizaine d'années, où on a vraiment parlé de la catégorie de la population, les enfants, en mettant un peu tout le monde dans le même sac. Et c'est ensuite qu'on est venu amener cette nuance sur ce socle quand même déjà bien posé, dans les pays nordiques. Et je voulais le dire parce que je trouve que c'est aussi inspirant, même si c'était une autre époque, parce que finalement, il est important qu'on se fasse comprendre de tous. Je pense qu'il est important d'être clair sur les sujets. Voilà. C'est pas un avis personnel pleinement, mais en tout cas, je voulais vraiment amener cette perspective internationale. Et c'est un petit complément par rapport à la question du continuum des violences. En fait, la particularité de la violence faite aux enfants, c'est que on a tous et toutes vécu et on a tous et toutes intériorisé des schémas relationnels basés sous la soumission, la domination et l'obéissance. Donc après, ça vient nourrir notre vision du monde et notre vision des rapports humains basés sur ces schémas. Donc je pense que c'est aussi là où c'est important de mettre en avant la question de la domination adulte en lien avec les autres forces de violence, parce qu'on retrouve des mécanismes qu'on retrouve dans d'autres formes de violence, on les retrouve dès l'enfance et on les a complètement intériorisés. Oui, j'allais rebondir et dire à peu près la même chose que toi. Effectivement, je pensais notamment Véiniser. Alors, un enfant évidemment qui va être éduqué dans un système de domination entre guillemets de violence va apprendre globalement le message implicite et très explicite, c'est je suis plus fort, donc je peux t'appliquer ma volonté. En fait. Et donc on va retrouver dans des cours d'école maternelle des enfants qui vont avoir ce schéma de dominant-dominé avec je suis plus fort, donc je te prends ton gâteau et puis tu te tais en fait. Et donc quand on y réfléchit, ces enfants-là ne sortent pas ça de leur chapeau. L'enfant naît empathique, donc si vous tombez, un enfant de 2 ans va se précipiter pour venir voir ce que vous avez. Bon, la fois au contact de l'adulte, comment se comporter avec les parents, ou en tout cas les personnes qui en prennent soin le plus souvent, comme on appelle ça coach émotionnel, je ne sais pas trop le terme, mais coach social, c'est puis tu vas apprendre, c'est principes qui vont apprendre à l'enfant à se comporter avec les autres, et donc forcément, comme tu disais, il va développer ses relations interpersonnelles en rapport avec ça, et donc si on l'apprend, s'il est plus fort, qu'il est plus grand, qu'il est plus, c'est quoi, il a le droit d'avoir un pouvoir sur cause, il va le prendre le pouvoir, et bon, alors trop vite, parce qu'il n'en arrive pas trop dans le pouvoir, sinon ce qui fait payer ensemble, ils prennent le pouvoir. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que dans l'histoire, ça s'est quand même la vue si on pense ça pas très longtemps. De l'Asie, il y avait quand même tout un terreau aussi pour que ces choses-là puissent se passer. Et du coup, ça me donne envie de rebondir aussi par rapport à cette perspective internationale et de vous entendre du coup Marion sur un petit peu un comparatif qui pourrait être fait entre la Suède et que vous avez beaucoup étudié et la culture française autour d'une sémantique, autour d'émotions très présentes de punition en France, de caprice prétendument de l'enfant. Voilà, pouvoir un peu entendre comment c'est vécu ailleurs
et comment culturellement la relation éducatrice-enfant peut être vécue autrement. Enfin, voilà, avoir un petit peu un comparatif là-dessus. C'est vaste comme question. Oui, il y a beaucoup à dire. Moi, je peux bien me rebondir un tout petit peu sur ce que tu disais, Marie, par rapport justement à l'empathie naturelle. Évidemment que l'être humain est empathique, mais pour autant, en tout cas la perspective suédoise, c'est que c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que l'enfant qui va taper sur l'autre enfant parce qu'il lui a pris son embrato ou parce que dans le bac à sac, en fait, les enfants suédois le font aussi. Bien qu'ils aient absolument pas vécu de violence à la maison. Je pense que la perspective suédoise, c'est au contraire de dire les rapports entre les êtres humains sont des rapports de pouvoir. De le poser là comme ça, comme un... Après, c'est un état de fait un peu finalement. Et qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir entre eux? Et à partir de là, on va se poser toutes les questions de toutes les oppressions possibles. En commençant par l'enfance, c'est par là que tout commence. Et si on change le rapport à l'enfance, ensuite on va vouloir changer le rapport à la démocratie dans une perspective plus large. Et c'est pas de dire uniquement ce qu'on aurait tendance à dire encore de mon bisounours, un petit peu, de dire finalement l'être humain il est empathique et la violence ne peut être que quelque chose d'extérieur. Les Suédois viennent dire non, la violence est intérieure aussi, parce que l'être humain il est aussi absurde, pas que empathique. Et parce que on a justement cette conscientisation dans la société qu'on est tous le problème, mais on est aussi tous la solution, on va ensemble réfléchir à une déconstruction et une conscientisation, vraiment pas un rapport d'élite sur ce là, à la structure en fait de pouvoir qui est pas sur l'état inhérente aux relations humaines. Donc ça change fondamentalement tout. Ça change la connotation du pouvoir. Ça change pas peut-être le pouvoir en l'occurrence dans les relations enfant-adulte. C'est l'adulte qui a le pouvoir. Il a le pouvoir public, il a le pouvoir psychologique, il a le pouvoir émotionnel, il a le pouvoir économique. Il a absolument tout pouvoir sur l'enfant. Mais cette connotation de pouvoir, elle va changer. Qu'est-ce qu'on va faire du pouvoir qu'on a sur les enfants? Mais on veut pas annuler ce pouvoir. Comme on peut voir des fois aussi dans certains milieux où il y a peut-être des confusions aussi discrètes parce qu'il n'y a pas assez de sujets sur... on n'en parle pas assez en France, quoi. Mais finalement de se dire, dans ces cas-là, enfants et adultes, il y a les pétales, comme tu disais bien, regarde, c'est des c'est ce qu'on appelle, alors, dans le Béardi, pendant un terme, il a été traduit par David Judart, qui est le traducteur des livres Espérieux. L'Espérieux, c'est un pédagogue danois qui est à peu près le dieu scandinave de l'éducation. C'est ici pour si l'éducation scandinave vous intéresse. Et lui, en fait, il a traduit ça par l'équité. C'est l'équivalence de dignité entre les enfants et les adultes. Mais on se bat pas pour l'égalité. Parce que si on se bat pour l'égalité, alors l'enfant, il est aussi responsable. Parce que de pouvoir, il va mettre les responsabilités. Pour les enfants, ils sont pas responsables. On s'entend, les enfants sont pas responsables, les enfants sont aussi immatures, même si leur immaturité, on a beaucoup trop l'accentuer en France, et pour un peu du paternalisme, parce que du coup, on sait mieux qu'eux. Non, ils sont pas que immatures, ils sont aussi compétents. C'est là que ça devient un peu compliqué, parce qu'on est un peu sur un équilibriste, quoi. Mais il faut pas oublier quand même qu'il y a une différence biologique et structurelle entre les enfants et les adultes, et que notre pouvoir doit être pensé différemment. Elle est là, la grande différence entre la France et la Suède. C'est une connotation du pouvoir qui change. Avec un enfant qui n'est plus un objet, comme tu disais tout à l'heure. Alors le pot de fleurs, j'entends le pot de fleurs, mais dans ces cas-là, je parlerais de fleuriste. Parce que je pense qu'en France, quand même s'il y a beaucoup de gens qui traitent les enfants n'importe comment, ils aiment beaucoup leur pot de fleurs. Tu vois, ils ont quand même beaucoup d'affection pour leur pot de fleurs. Les gens, ils l'aiment bien fait. Il y a un côté... c'est pas une malveillance, tu vois, voir les enfants. Dans le sens, il y a un côté quand même de... ils en prennent soin de pot de fleurs, ils en sont fiers, ils le montrent à tout le monde. Ils sont contents de prendre soin du pot de fleurs. Ils sont pas juste à le casser, à l'abîmer, parce qu'encore une fois, ça serait trop facile pour moi de juste dire, en fait, on domine les enfants parce que finalement, on veut les casser, quoi. Enfin, c'est plus compliqué que ça, en fait. On les domine aussi parce qu'on pense que c'est pour leur bien. Et parce qu'on pense justement que le pouvoir, on l'a intériorisé comme quelque chose qui fait mal pour faire du bien. Donc c'est beaucoup plus compliqué juste que de vouloir finalement casser ou abîmer les enfants. Peut-être ça peut être équivalent dans d'autres perspectives aussi. Donc c'est là aussi qu'à la Suède il y a une différence, c'est qu'enfant, moi je dis comme ça, là où en France il est plus vu comme un objet d'éducation, un objet de possession, comme tu disais, un objet de l'autorité des adultes, en Suède il les aborde plus comme un sujet de droit. Ça change beaucoup de choses. Merci beaucoup.
Et pour rebondir sur cette question de jeunes personnes compétentes, sujet de droit, créatif, et j'aimerais bien vous poser une question, Christiane, sur sur la question de la palais-danse que vous développez pas mal dans votre association, et de savoir comment c'est vécu, en quoi ça consiste. Voilà, si vous voulez bien nous en parler plus. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je voudrais juste faire un tout... Vous m'entendez pas? Un tout petit point, pour remettre... SPIC, c'est une association et on lutte contre toutes les formes de maltraitance et de violence faites aux mineurs et aux jeunes majeurs de 18 à 25 ans. Donc on est vraiment sur les deux plans. Et du coup, cette notion de présence, elle est très présente parce que on est certaines personnes concernées qui accompagnons des enfants qui sont victimes aujourd'hui. Et on est aussi servi de notre propre histoire pour essayer de... Pour essayer de démonter ce système patriarcal et dominant envers les enfants. Et du coup, on lutte contre toutes les formes de domination et de pouvoir dans les relations interpersonnelles. Et on fait des accompagnements à hauteur d'enfant, c'est-à-dire que c'est jamais l'enfant qui doit s'adapter à nous, bénévoles, mais c'est nous, bénévoles, qui nous adaptons aux enfants, ça c'est la base. Tous nos bénévoles sont formés au recueil de la parole et à l'accompagnement, au signalement. Ils connaissent toutes les étapes de comment se passent les choses, ils connaissent les délais de la justice aussi, ils savent ce qui déconne dans le système. Il y a quelques petits trucs qui décollent. Mais voilà, donc on est transparent et envers nos bénévoles, ce qui est essentiel, et envers les enfants. On ne cache rien à personne. Et la pérénance, du coup, il y a deux camps, c'est-à-dire qu'on est des personnes qui vont, pour certains et certaines, été concernées par des violences, donc ça peut par moment venir dans l'accompagnement pour dire écoute, je comprends ce que tu vis et tu n'es pas seul, je te crois. Et peut-être que tu pourrais essayer ça parce que tu sais que moi ça a pu m'aider. C'est plutôt dans ce sens-là. On va pas raconter en détail notre histoire parce que c'est pas... on fait pas ça. Enfin, nous on le fait pas en tout cas, mais on peut entendre que certaines presse, mais c'est pas ça. C'est vraiment essayer de se donner un peu des petits tips de traumatiser, genre... c'est pas, je vous donne un exemple concret parce que c'est un peu... mais par exemple, j'accompagne un jeune garçon qui fait beaucoup de cauchemars la nuit. Du coup, on est dans la médecine, quoi. Et du coup, moi, j'ai une petite loutre qui respire. C'est un truc d'enfant, c'est un vrai truc d'enfant pour de vrai. Et ça fait de la cohérence cardiaque et ça me calme. Et du coup, on en a acheté une pour SPIC et le jeune a pu tester parce que je lui en ai parlé et tout ça et ça marche, donc ça le calme aussi. Donc c'est plutôt des trucs comme ça. Donc il y a ce plan-là. Et ensuite, il y a aussi la pérédance entre bénévoles, parce qu'il faut pas, je pense que tout le monde ici, vous n'êtes pas là par hasard non plus, donc vous êtes forcément engagés d'une manière ou d'une autre dans votre quotidien contre tout plein de choses. Et quand on s'engage, on met beaucoup de trucs aussi sur la table, et c'est vrai que parfois c'est compliqué aussi de se prendre toute cette violence systématiquement dans la gueule et tout ça. Et nous, on met un point d'honneur à ce que nos bénévoles soient bien aussi dans leur bénévolat et qu'ils se sentent libres de dire écoute, là c'est trop pour moi, il faut que je fasse une pause. Et du coup, la pérénance, vous allez tous forcément douler parce que ça peut tout le temps rire, mais nous ça passe beaucoup par les apéros. Parce que, alors déjà, apéro ça peut être aussi sans alcool. Et si tu fais pas la promotion d'alcool. Mais ça passe aussi beaucoup par là parce que c'est vrai que pouvoir parler, débriefer nos journées, pouvoir parler de tel accompagnement, se dire tiens là le jeune ça va pas du tout, mais par contre il y a ça qui va mieux et tout, se partager les petites victoires et puis aussi parler de toute autre chose et pouvoir faire du lien, ça permet de tenir aussi dans la durée et ça permet de prendre le relais aussi et d'avoir assez confiance entre nous qui vont se dire là je te laisse prendre cet accompagnement là parce que moi je me sens pas capable. Et en vrai il y a quasiment tous les bénévoles qui se sentent libres aujourd'hui de dire ça. Donc c'est tout un travail comme ça qu'on fait. Voilà, si c'était avoir accès pour vous, si ça répond à la question là. Merci, vraiment, c'était très clair. Et j'aurais aimé aussi, et je pense qu'on aimerait tous aussi entendre un peu la position
l'Observatoire de la violence éducative ordinaire sur la question de la domination adulte. Les institutions et donc l'école sont souvent aussi pointées du doigt. Sous-question de GAP aussi autour de la question de ces institutions et des oppositions aussi par rapport. Alors déjà, l'OVO existe depuis 20 ans et c'est la domination adulte, c'est un sujet sur lequel on a évolué depuis la création. Au départ, on n'en parlait pas en tant que tel. L'idée à la création de l'observatoire, ça a vraiment été de développer, de mettre un doigt sur une réalité très concrète et qui a ce paradoxe d'être à la fois omniprésent et invisibilisé, complètement intériorisé. Donc là, ça a été de dire, mais est-ce que vous considérez comme normal non, c'est de la violence. Donc voilà, l'objectif, c'est d'abord essayer de faire émerger des prises de conscience et de transmettre l'information, et puis de faire en sorte que la France adopte une loi contre les punitions corporelles. Et donc, on ne parlait pas encore vraiment de domination adulte, même si on avait intégré comme élément constitutif de la violence éducative ordinaire la question de la recherche d'obéissance et de soumission, de contrôle, comme déjà de la violence. Donc, des éléments, une traduction très concrète de la domination adulte, on l'avait déjà pleinement intégré. Et on a intégré aussi, les notions d'adultisme et de domination adulte. Alors il y a eu dès le début des années 2010 et notamment après en 2016 avec le livre d'Yves Von Ardem sur la domination adulte, qu'on a relié. Et puis on s'est surtout positionné et on l'a pleinement intégré dans notre déclaration de philosophie, avec la dimension de la violence, la dimension systémique de la violence et donc de la domination adulte en 2021. Donc c'est quelque chose qui, on le voit dans les discours, publics. La domination adulte n'est pas encore dans le débat public, ça commence à émerger doucement. Mais j'ai senti dans les années entre 2015 et 2020 que c'était quelque chose d'assez tabou, de trop radical pour le mettre en avant, y compris au sein d'associations de protection de l'enfance. Donc voilà, ça commence à venir là. Donc il y a vraiment un mouvement qui est assez, je pense assez puissant. Je regarde clair parce que c'est vrai qu'avec l'émergence du collectif enfantiste, qui a vraiment quelque chose aussi qui a mérité, qui a accompagné souvent. Donc j'ai bon espoir que plus on va avancer et plus ça va être un sujet. Et puis je fais un petit pari. Je pense qu'elle est peut-être dans quelques mois. Pascal Pro va s'en parler en se disant mais c'est quoi vos trucs de domination adulte, c'est complètement dingue. Allez, on sait pas. Ça devrait pas trop grave. Sur l'école, au niveau de l'OVO, on a une réponse en 3 temps. Donc un élément qui est là, je pense qu'il va faire consensus, c'est la question des violences à l'école, du fait de personnes qui vont avoir des comportements violents aussi. Mais on dit c'est pas seulement ça. C'est important qu'on mette en avant la violence de l'école, c'est-à-dire une violence systémique, une violence institutionnelle, mais même institutionnalisée, c'est-à-dire que l'école n'est pas du tout pensée aujourd'hui pour répondre aux besoins et aux droits des enfants. Elle est pensée pour adapter, pour formater les enfants à la société capitaliste. Clin d'œil à notre ministre de l'Éducation nationale, parce que à la maternelle, on pense à notre orientation professionnelle. Ça traduit bien l'état d'esprit et l'attente qu'on a de l'objectif de l'école, quoi. Et on a un troisième temps d'analyse qui, là, va peut-être surprendre, c'est qu'on vient questionner la notion même d'éducation. L'idée on a en germe dans la volonté d'éduquer les enfants la domination adulte, c'est-à-dire que on va avoir une position
où il y a un éduqué, un éducable, enfin voilà, quelqu'un qui va se soumettre à la volonté, aux attentes de l'autre, et on va être dans une forme comme ça de formatage et d'imposer les choses pour le bien, parce que je disais Marie tout à l'heure, avec cette volonté bienveillante, mais voilà, dans une forme de ça peut se faire de façon avec une manipulation sans coup, sans cri, mais voilà, avec l'idée de faire et pas de faire avec ou d'être dans l'accompagnement. Avec ce qu'il faudrait changer dans les institutions, beaucoup de choses. Mais voilà, c'est pas seulement de la formation, des moyens, changer des modalités très concrètes de l'école pour répondre véritablement aux besoins des jeunes, mais c'est changer complètement notre regard, changer notre posture et voilà, adopter vraiment une posture ouverte, d'écoute, d'accompagnement, de ne considérer complètement les enfants avec cette équité dont je parlais. Voilà, c'est complètement notre façon de voir la chose qu'il faut changer. Merci beaucoup. Alors le temps file. Ouais. Et je vais vous proposer du coup de pouvoir partager vos questions peut-être, vos remarques, résistances, émotions. Tout sera bien vu. On va attendre juste une demi-heure. Donc je vais vous demander d'être aussi, quand on ne pourra pas réagir, de lever la main. Je ferai circuler le micro. Et puis on gardera l'une pour une question pour une conclusion personnelle de chacun. Alors, ici. Attendez. Coconut. C'est plus spécifique. Pour la vacances, mais il me demandait si t'as pas mal utilisé ça sans souhait de la Bible pas. Si tu sais s'il y a eu. Pardon, je vais pas stresser de poser ma question, je vais te prendre le en gros, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en France avec l'ASE et les enfants placés. Et du coup, la présence adulte. Et du coup, en Suède, puisqu'on est déjà sur la deuxième vague, entre guillemets, des parents qui ont 800 ans. Tu vois ce que je veux dire? Je me demandais si du coup, au niveau il y avait peut-être moins d'enfants placés, comment ça se passait dans ces familles-là. Est-ce que c'est que tu l'as étudié, que tu sais? Voilà. Merci. C'est un sujet hyper vaste aussi. Oui, il y a la solidarité, un type d'ASE en Suède. C'est, voilà, c'est un socio en Suède, il y a plus d'enfants voiture. C'est un peu qui est de ça, hein. Évidemment, ça existe. C'est pour moi, c'est un autre sujet, même si c'est un sujet très intéressant, parce que ce qu'on veut en France, je pense, avant, en tout cas moi, parce que moi je veux en France, avant d'aller mettre les mains dans l'azur et tout ça, c'est de chanter les normes. Parce que tant qu'on ne voit pas les normes éducatives et qu'on débat l'éducation, définition violence, dans votre façon de la concevoir, on peut pas, en fait, faire de la pour l'enfant. C'est pas possible, puisque la majorité des enfants sont violentés. Donc le problème, c'est qu'on a trop d'enfants violentés. Donc on a maintenant même on m'avait raconté ça, des gens justement à côté sur l'enfance en France qui m'avaient raconté cette façon de faire maintenant, on a de placer les enfants chez eux, qui mènent. Ça, c'est un concept que j'ai trouvé même particulièrement on est là quand même, d'accord, ok. Parce qu'en fait la maison elle coule et qu'est-ce qu'on on n'a pas de tuyaux, on a juste des petits seaux quoi, hein, concrètement. Donc ce qu'on voit en Suède, c'est qu'évidemment qu'il y a des enfants en danger, bien sûr. Déjà il y en a moins, forcément, puisque la norme n'est pas la violence. Donc on les repère plus facilement. Donc il y a aussi toute une idée que comme l'enfant on appartient tout à sa famille et ses parents, et c'est pas comme ça qu'on le conçoit, parce que c'est pas un sujet du droit comme individu à part entière. On a tout à fait le droit de regard, donc on va intervenir plus vite, beaucoup plus vite. Hein. C'est-à-dire que l'enfant, si on fait un signalement, le lendemain il y a demande de réunion quelque part, c'est comme ça. Donc il y a tout un système, il y a des pensées autour de ça pour vraiment beaucoup mieux les attraper dans le filet, quoi, si je peux dire. Pour autant, il y a plein de dysfonctionnements possibles quand on arrive à la violence grave et des violences, différents types de violences. Il y a toujours des enfants tout basque entre les mailles du filet. Ça, c'est important de le dire aussi. Parce qu'en France aussi,
Je pense qu'on manque de nuances des fois. Il n'y a pas de système parfait. L'enfant et l'enfance, par définition, c'est l'impuissance. Donc on peut faire ce qu'on veut, enfin, le système qu'on veut, ça demeurera de l'impuissance. Donc qu'on fasse un système comme par exemple en Angleterre, peut-être en Norvège aussi, qui est un système qui va être axé sur l'enfant, où là on va vraiment être axé sur l'enfant dans le sens que on ne privilégie pas, ne va pas les privilégier le lien familial, on va pas les privilégier le lien du sang, on va vraiment voir l'enfant dans l'individu, et quand on intervient dans la famille, en Angleterre on intervient tard, puisqu'il n'y a pas de loi qui a comme définition corporate, en Norvège plus tôt, mais quand on intervient drastiquement, et c'est fini, il n'y a plus rien. Ça c'est ce qu'on appelle le système centré sur l'enfant, dans la recherche à droite. Et il y a le système centré sur la famille, qui va être la France, où on va beaucoup plus penser le lien familial, mais qui est aussi la Suède, qui aujourd'hui encore a un système centré sur la famille. Mais les normes éducatives n'étant pas les mêmes, on n'a pas le même curseur. On va quand même intervenir plus tôt. Mais on voit qu'en fait, qu'on ait un système axé sur la famille, on va penser d'abord le lien familial et la réparation du lien familial, ou qu'on ait un système axé sur l'enfant, on va voir l'enfant et va le prendre et on va le faire adopter ailleurs, faire simple. En fait, il y a quand même des enfants qui passeront à travers les mailles du filet. Donc, à mon sens, et pour l'avoir effectivement beaucoup étudié, je pense que le seul levier qu'on a réellement, c'est les normes. On peut pas aller dans les familles, on peut pas aller derrière toutes les portes, on peut pas aller voir les gens chez eux. Il faut qu'on arrive à transformer la subjectivité des gens qui se disent, si ils ont des comportements violents envers les enfants, je ne suis pas un bon parent, en fait. Et c'est ça, c'est cette barrière sociale. C'est pas cette barrière de la honte, où l'homme ira pas taper sa femme parce qu'il va se dire, en fait, non, parce que dans ces cas-là, je suis quoi? Je suis quel type d'homme? Alors, non, tous les hommes, je suis en train de parler, encore une fois, de normes. C'est hyper important, en fait, de vraiment changer l'image même qu'on se fait de sa propre parentalité ou de son propre rôle d'adulte. Parce qu'on peut pas aller fliquer les autres. C'est pas possible, on peut pas. Sinon, on va se retrouver dans des systèmes là. Voilà, Corée du Nord et le plus, c'est pas forcément de ce qu'on a envie, quoi. Mais il faut qu'on arrive à créer cette barrière sociale et cette barrière, je dirais, interne. Mais en Suède, c'est tout ça aussi qui protège les enfants. C'est qu'un parent qui, dans un moment de craquage total, s'en prendrait à son enfant, il ne faudra plus jamais se regarder en place dans le corps, quoi. Parce qu'il y a toute la société, les normes, et aussi cette idée de mais qu'est-ce que t'as fait de ton corps? Qui vient, en fait, comme ça, en écho, un peu. Donc, c'est aussi, encore une fois, une dynamique de pouvoir à inverser, quoi. Faire ça. Question courte. Pourquoi dans cette salle, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes? Ok, merci. C'est pas une question, c'est un commentaire. Excellente question, d'autant plus quand elle est posée par un homme. Donc comme ça, de notre domaine. Mais effectivement, je pense que la réponse va être très simple. Les femmes font partie d'une des catégories vulnérables et d'une des catégories fragilisées de la société, largement dominée. Je pense que s'il demande ici de lever la main, c'est ceux qui ont peur parfois sur le trajet du retour entre un restaurant. Ça c'est mieux, pardon. Entre un restaurant et leur domicile en soirée, je suis pas sûre qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont lever la main. Voilà, on a surtout des femmes qui lèvent la main. Donc effectivement, je pense qu'on est plus touché malheureusement par un sujet quand on l'appréhende personnellement. C'est notamment aussi grâce à ça qu'il y a certaines associations pétistes de père et danse qui sont essentielles. C'est essentiel aussi que des personnes qui n'ont pas spécialement vécu de douleur ou de traumatisme, qui puissent aussi prendre la parole et puissent aussi venir en soutien. Donc voilà, bravo à tous ceux qui sont là en soutien. Juste un élément un peu historique, c'est-à-dire que le droit de correction qui s'applique, oui, je le laisse quand même au présent, parce que malheureusement, ça reste au présent. C'est ça. Le droit de correction donc, qui s'applique envers les enfants, donc de la légitimité de pouvoir corriger, c'est-à-dire frapper historiquement pour remettre dans le droit chemin, elle s'appliquait aussi aux femmes et aux esclaves. À l'époque des Romains, mais voilà, c'est quelque chose qui s'est maintenu par la suite. Donc
le rôle du père comme chef de famille et qui tient sur, enfin, qui a un droit mais aussi un devoir de correction parce que c'est une attente de la société. Ben voilà, c'est quelque chose qui nous imprègne encore beaucoup dans notre culture, quoi. En plus, quand même, le droit de correction ne s'applique pas. Nous avons un arrêt de la Cour d'appel de Metz qui a démonté la loi de 2019, pour l'instant, en tout cas, puisqu'elle a relaxé un adulte parce qu'il avait, selon elle, le droit de correction. Mais on attend l'arrêt de la Cour de cassation, qui va évidemment respecter la loi, hein. Bah oui, parce que voilà, le droit de correction ne s'applique plus. C'est la Cour d'appel de Metz qui a mal appliqué la loi. Voilà, je préfère comme ça. Ouais. Deuxième question, c'est quand on veut parler avec des gens, on va dire, qui sont pas du tout au fait de tout ça et qu'on veut aborder le sujet avec eux, c'est vrai que souvent, l'argument un peu facile de leur côté, c'est on va pas laisser faire, ça va perdre les enfants, excusez-moi les communes, je coûte mal éduqués, ou ça. Comment, enfin, est-ce que vous avez des ressources en argumentaire, on va dire, un peu pour les nuls, faciles pour introduire ce sujet et entre guillemets attaquer directement ce genre d'argument, parce qu'effectivement dire, enfin, comme on leur dit, bah, c'est sur des individus de droit et bon, bah oui bien sûr, et ça à ce moment l'autre mouvement paraît tout de suite derrière, c'est le fameux oui. Du coup, comment est-ce que nous on fait pour vos échecs, alors tout de suite une réponse pour le bon. Bah oui, c'est la question, c'est la éternelle question qu'on se pose tous, comment dominiquer, comment récupérer un petit peu, il y a 36 métros pour en faire avec le groupe. Moi, j'essaie vraiment d'amener cette idée, encore une fois, du socio-culturel. Je trouve que ça, c'est une perspective qui ramène beaucoup de gens. Ça reste pas convaincre par des perspectives plus individuelles. Là où en France, on va beaucoup parler exclusivement parler, aujourd'hui encore, de parentalité, de méthode, on parle de la méthode positive, on parle de la méthode traditionnelle, enfin voilà, marginalisant totalement des enfants. Mais on va finalement mettre ça aussi sur les épaules des individus. Enfin voilà, vous, on va leur dire, c'est un coup d'avoir la bonne méthode, et si vous n'y arrivez pas, ça va vous mettre une thérapie pour vous réparer. En gros, c'est votre faute pour faire ça. Et en fait, on pense pas la société là-dedans, on pense pas la société, pas dans la vie. Non, mais que la société, c'est la base de tout. Et je trouve qu'au contraire, en France, où on est justement une culture assez critique de notre société, on est quand même plus comme des révolutionnaires, hein, c'est sûr. C'est souvent ce qu'on dit, que des révolutionnaires en France. Et donc, il y a un côté comme ça où je trouve que quand on amène l'aspect socio-culturel en disant aux gens, mais en fait, c'est un système, et c'est un système que tu nourris autant qu'il te dépasse, généralement, c'est une perspective qui va plus être accueillie parce que c'est une perspective qui n'accuse pas. Parce qu'en France aussi, il faut pas oublier qu'on a pas été tous baignés dans cette culture de la punition, de la pas baigné dedans, on nous a pétri. On est aussi assez susceptible. C'est-à-dire que très vite, on va prendre les choses contre nous et on va se dire ouais, donc en fait, c'est ma faute, moi je domine les enfants, je suis violent. On va tout de suite, si on se sent accusé, si on se sent culpabilisé, on va pas étaler tous. Sinon, ça va couper la communication. Or, ramener ça au système et ramener ça à quelque chose justement qui est vraiment attrait à c'est pas comme ça, une mastonomie qui le dépasse, ce système un peu, tentaculaire. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup ce sujet quand on prend comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu, depuis des années. Entre guillemets, je récupère plein de gens qui ne se sont jamais laissés convaincus ni par les arguments psy, ni par les arguments de la parentalité, ni par rien en fait. Parce qu'il y a ce côté de ah oui, en fait c'est le système. Et là on va un petit peu comme ça toucher au côté cartésien français. Je pense que c'est pas mal. Juste pour compléter ici, on a souvent entendu ça, de dire faut pas culpabiliser les parents, ah ouais je me sens culpabilisé, et de ramener justement sur cette dimension systémique. Enfin,
ça fait prendre conscience que c'est pas une question individuelle, mais on est tellement imprégné de tout ça que bah oui, ça nous dépasse et voilà, faut qu'on arrive à décortiquer les fils, mais ouais, c'est aussi comment lutter contre cette idée que faut pas culpabiliser les parents, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais en même temps, des fois, à force de ne pas vouloir culpabiliser les parents, on ne peut pas se remettre en question. Je pense que la culpabilité, c'est pas une bonne chose. À partir du moment où on commence à culpabiliser, ça veut dire qu'il se passe les deux choses. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus aussi trop en négatif la culpabilité. Même si je suis d'accord avec Caroline sur le fait qu'il ne faut pas rentrer dans l'art à tous les parents, parce qu'effectivement, ils peuvent aller. Et en même temps, moi, je vois dans mon entourage, surtout depuis que je suis enfantiste, on parle beaucoup de ce sujet-là quand j'ai pas forcément envie d'en parler. En fait, ce que je remarque, c'est que les gens savent pas. Ils n'ont pas du tout connaissance. Les violences sont faites aux enfants, des chiffres, les mécanismes. Et c'est intéressant, généralement, moi, je crée produit des listes, déjà dans un premier temps pour un peu les pousser dans leur réflexion. Ça t'amène à quoi, ou toi tu dis ça. Et en fait, des fois, aller aussi dans leur propre vie, notamment je pense à la TC ou à la GIF, et c'est très intéressant de discuter avec les gens, de savoir pourquoi ils valident parce qu'ils en sont pas morts. Donc en fait, on peut déjà les pousser un petit peu aussi, eux dans leur réflexion, et après, après c'est vrai qu'il faut les connaître, mais quand on commence à parler des chiffres, là ça commence un petit peu le hardesse. Enfin moi généralement quand je discute et que en fait tu sais que ça c'est pas vrai parce que en vrai, et là j'explique en fait parce que médiatiquement on nous pose une base qui n'est pas vraie en fait sur les enfants. Les enfants sont rois, les joailliers, tout ça c'était mieux avant. Si on parle de délinquance, par exemple, il y a plus d'adultes délinquants que d'enfants, mais ça veut dire que des adultes qui sont mis en éducation, ils sont plus délinquants chez les enfants d'aujourd'hui. En fait, il y a des chiffres comme ça qu'on doit sortir, tu peux remettre en question parce que la pensée, justement, c'est ce que dit Marine, elle est culturelle, finalement, je essaie de lui faire croire des choses qui sont pas vraies. Et quand on connaît les chiffres, tu peux pas remettre en cause le fait que un enfant sur 10 c'est victime d'inceste. Et les chiffres comme ça qui font réfléchir sur la situation des enfants, et ça je trouve que pour commencer à parler vraiment et à pousser les gens en leur retranchant, c'est intéressant. Voilà. Alors il y a beaucoup de mains qui se lèvent et malheureusement le temps est court. Je vais encore, il y avait 2 personnes par là et par là-bas. Je sais qu'il y a des mains qui se sont levées aussi depuis un moment, mais voilà, je suis désolée, le temps va être court pour pouvoir donner la parole à tout le monde. Donc il y avait vraiment encore 2 interventions pour pouvoir aller vers la conclusion de la vidéo. Merci pour ma reprise de parole. On se demandait, donc ce qui ressort là de la discussion, c'est que la solution pour un changement chez les gens, c'est d'avoir une vision complètement différente de l'enfance. Comment on fait, individuellement c'est une chose, mais comment on fait pour que massivement les adultes en France par exemple prennent conscience de quels sont les moyens qui peuvent être mis en place. Ensuite, ça a été une politique publique. En France, elle n'est pas prête d'arriver a priori. Quels sont les moyens qu'on a en tant que collectif, en tant qu'individu, en tant que professionnel de l'enfance? Quels sont les mouvements qu'on peut imaginer pour faire changer cette mentalité le plus rapidement possible? Manifeste! Non. Ah bon. Non mais ça marche. En tant que CREAC, c'est un collectif de militants. Moi, ma réponse, ça va être on a tous et toutes un pouvoir pour changer les choses, il faut l'utiliser. Je pense qu'on essaie de nous faire croire qu'on peut pas changer les choses parce qu'on est un simple citoyen, une simple citoyenne, et qu'à notre échelle, on peut rien faire. En vrai, si. On a tous et toutes un pouvoir. Alors, moi, je l'utilise dans l'activisme. Il y a des personnes qui l'utilisent dans leur boulot. Il y a plein de choses à faire quotidiennement pour changer la société. Mais je pense que s'il y a bien une chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on s'unisse tous et toutes à des moments précis et c'est pour ça d'ailleurs que le collectif enfantisme parle au public, parce qu'en fait les associations de l'enfance font beaucoup de plaidoyer auprès des élus, auprès du gouvernement, mais qui parle au public?
qui va dire au public, mais en fait, c'est ça la réalité. Personne, en fait, on le fait pas. Et donc, je pense que déjà, c'est important d'en parler autour de soi, et puis après, de s'unir et de reprendre son empouvoirment. Parce que nous, on est des anciens enfants. Il y a des adultes principalement ici. On est des anciens enfants, on nous a fait taire. Aujourd'hui, on croit que, enfin, c'est un peu la société capitaliste aussi qui veut ça, hein, voilà, on se tait. Et ben, en fait, non, on peut faire quelque chose. Donc, voilà. Donc moi, en tant qu'activiste, je vous appelle à venir manifester avec nous. Par exemple, là, le 24 mai, il y a une marche pour l'enfance et la jeunesse à Paris. Donc là, plus on sera nombreuses et nombreux à faire une manif et des marches pour l'enfance, plus le gouvernement va regarder, plus la société va regarder. Après le 15 novembre 2025, il y a la manifestation contre les violences faites aux enfants et aux ados. L'année dernière, on l'a fait, il y avait très peu de personnes en fait. Très peu de personnes. Il y avait plein de médias, mais il n'y avait pas de public. Et en fait, plus on sera nombreux, plus on va envoyer un message en haut pour que les politiques publiques bougent, il faut que la société bouge. C'est comme ça qu'on se la France. Le gouvernement, il agit quand nous, on agit. Sauf si ça concerne la guerre ou comme ça. Mais les droits humains, ça y est de la société. Donc c'est à nous en fait d'être dans la capacité de s'unir, d'être en capacité de reprendre son empouvoirment et de changer les choses. Bien. Oui, bah, complètement. Tu le dis mieux que moi. Par rapport à la Suède, je me rebondis parce que c'est vrai qu'en Suède, il y a eu une vraie politique. Enfin, c'est sûr, la politique a... On peut pas oublier qu'il y a eu vraiment une rencontre. Il y a eu une rencontre entre les politiques et la société civile en Suède aussi. Il n'y a pas eu juste les politiques de haut qui ont décidé que. Il y a vraiment eu des mouvements de société civile absolument énormes sur beaucoup de sujets, mais en particulier sur le féminisme, où il y a le Palestin qui ont tout de suite dans la douche. C'est là où en France on va pas dire quelque chose, on a oublié les enfants dans la vie. Et du coup, il y a eu cette rencontre entre la société civile et les politiques. Mais il faut pas s'imaginer qu'il y a eu uniquement oui, il y a eu cet état-providence, c'est vrai, mais c'est venu aussi des gens, et ça doit venir effectivement aussi des gens. Et personnellement, je trouve que, c'est un peu dit comme ça, voilà, mais je trouve que les violences sexuelles, dont on parle de plus en plus 5 dernières années, et encore plus, là, ces 2 dernières années, c'est une vraie porte, en fait, en France, pour commencer à en parler. Parce que si, jusqu'ici, toutes les portes, elles sont fermées, quand on commence à parler de violences sexuelles, il y a quelque chose de, voilà, ce qu'il faut pas oublier, c'est vrai que quand on travaille sur ce sujet quotidiennement, et vous aussi, je suppose que vous êtes tous aussi engagés à votre niveau quotidiennement, on est frustré, on se dit, mais c'est pas possible, on en viendrait presque à se dire, mais est-ce que les gens peuvent violenter les enfants, en fait, concrètement? En fait, non. Il faut pas oublier que, il y avait un sondage de l'Enfant Bleu, je crois, qui disait quand même que 97% des Français estiment que la maltraitance faite aux enfants, ça devrait être une grande cause nationale. Donc, les gens, tous, nous, les autres, on est tous débectés par la violence faite aux enfants. Et c'est vraiment quelque chose qui nous unit. On veut le bien des enfants. Donc, c'est important de le garder en tête parce que c'est de l'invisibilisation, c'est de l'objectivisation, c'est structurel, et c'est pas de la malveillance. Enfin, moi, je suis absolument persuadée. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que les gens aussi, qui ne bougent pas, peuvent bouger. Si on en parle sous différents angles, les différentes perspectives, parce que tout le monde n'est pas réceptif au même message. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas douter en fait, voilà, c'est cette confiance que moi, en tout cas, j'ai envie de vraiment avoir dans les enfants, le fameux filtre de la confiance pour les gens qui connaissent mon travail. Je pense qu'il faut aussi, même si c'est difficile, avoir un filtre de la confiance envers les adultes et se dire, en fait, c'est pas qu'ils doivent mal faire, c'est que, encore une fois, ce système nous dépasse. Mais je pense que des choses comme je pense qu'elles peuvent bouger assez vite, en plus, d'une autre génération. Ça, c'est autre chose. On va pas rentrer dans le débat, mais je pense qu'on peut aller plus vite que dans les années 70. Oui, je pense que bien brosser le truc, effectivement, je pense qu'il y a bien plusieurs leviers, effectivement. Il y a le levier social, culturel et médiatique, surtout, parce que ici, on est tous convaincus, même de ce qu'on est en train de se dire. Mais quand il faut aller pousser les portes aussi chez des gens qui, comme tu le disais tout à l'heure, pensent bien faire, en fait. Parce que quand on parle maltraitance des enfants, on imagine des trucs atroces, vraiment très poussés. Alors que parfois, la violence, on est tous et toutes un peu violents. Et on est parfois même sans vouloir être violents.
Enfin, pas plus tard hier, j'ai posé la main sur le bras de mon fils. Il m'a dit, pourquoi tu me tapes? Je n'ai jamais levé la main sur mon fils. Mais il a été surpris. Il s'y attendait pas. Pourtant, je lui ai pas que je faisais fort. Hein. Mais j'ai dit, mais je t'ai pas tapé. Donc, je veux dire, la violence, c'est aussi une perception personnelle. Or, qu'il y a de maltraitance, on entend. Mais je veux dire, on est tous et toutes violents par moment. On peut être dépassé par ses émotions. Donc, je pense que là, il y a aussi une carte à jouer par rapport à l'individu qui vient en séance ou s'il y a des psys, des accompagnants parentaux, des gens qui accompagnent individuellement ou collectivement, ça va être de trouver le bien fondé de cette violence si elle est jamais bien fondée, justement. Donc, c'est là ce qu'on disait tout à l'heure, tu parlais de pouvoir, des rapports de pouvoir naturels et qui sont là, malheureusement, entre les humains. La différence, c'est quand je suis violent ou quand la personne en face de moi ressent une violence, même que j'ai pas voulu nécessairement lui appliquer, mais par maladresse, peut-être, ça va être de m'excuser, de comprendre avec empathie justement qu'il a eu cette perception de violence. On n'est pas obligé d'être sympathique, on peut être juste empathique et donc percevoir le monde à travers des yeux de cause sans pour autant entrer dans un phénomène de compassion parfois. C'est-à-dire on a une mauvaise définition de l'empathie et donc rendre cette empathie juste de pouvoir comprendre le monde avec les yeux de quelqu'un d'autre, que ce soit un enfant racisé, une femme, un homme, peu importe, l'être humain et l'être vivant, ça va être aussi un levier d'action, que ce soit en termes collectifs ou individuels, je pense. On a commencé par parler de l'adultisme comme un système de domination des adultes sur les enfants. Et je me disais, en général, quand on parle de domination, on en parle en associant cette idée à l'idée d'un bénéfice quel qu'il soit. Par exemple, pour le patriarcat, il y a le mensonge de travail gratuit gigantesque, la propriété des primes des décors, le sexuel, etc. Et en fait, en ce qui est de la domination des enfants, il y a un truc qui me paraît très clair pour l'inceste, par exemple. Les trucs de Dorothy et du Simon Gluck, quand c'est possible, on y va et on peut profiter du corps de quelqu'un, etc. On dit c'est plus complexe que de la satisfaction de plaisir sexuel, l'inceste. Mais quand même, il y a un truc de disponibilité des corps. Par contre, je me demandais comment vous caractériseriez ce bénéfice quand on parle quand on parle des violences éducatives ordinaires, enfin de tout ce qui est plus ténu, quoi, dans tout ce qui relève du spectre de la violence et qui est plus ténu. Ce serait quoi le bénéfice adulte de la domination? Et là, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de ça, c'est marrant de pas faire la distinction entre la domination adulte et la domination parentale, parce qu'il y a quand même, je trouve qu'il y a une nuance à faire sur les deux. Là, on a beaucoup parlé des parents, et à raison. Enfin, c'est normal, c'est un médecin, si t'es propriétaire de petits corps, quoi. Et je me demandais, comment est-ce que tu peux qualifier le bénéfice, puisqu'il y a domination? Comment on peut qualifier, le bénéfice? Qu'est-ce qu'on tire les adultes de ce truc-là quand c'est pas évident, quand c'est de l'inceste qui est... C'est peut-être une réponse un peu simpliste comme ça, mais moi je me dis souvent que se déconstruire, ça demande un effort. Et qui dit effort dit sortir d'une certaine forme de confort. Et je pense que rester dans une forme de domination, c'est rester dans une forme de confort, parce que du coup, ça n'invite pas à se re-questionner sur comment on fonctionne, sur notre pouvoir, enfin sur le pouvoir qu'on a intériorisé et tout. Et je pense que c'est ça le bénéfice, c'est petit, de pas se poser de questions. Et je déteste cette phrase, mais le heureux, les simples d'esprit, là, c'est un beau ça. Je déteste, c'est hyper classiste, c'est tout ce qu'on veut, c'est dégueulasse de dire ça, mais du coup, il y a quand même un truc comme ça de quand on se pose pas de questions, c'est chill, quoi. Je pense qu'il y a de ça. Après, il y a pas que de ça, mais il faudrait, putain. Ouais, moi, je pense, les historiens, les historiennes travaillent beaucoup sur l'origine, un petit peu, des violences. Et que ce soit du côté des enfants ou des femmes, on voit que depuis la sédentarisation, le corps des femmes a changé, a évolué, a diminué. Niveau et les enfants aussi, on voit des traces de macrèlement sur les enfants à partir de la sédentarisation. Donc pour moi, je pense que en fait, déjà c'est quelque chose qui est ancré depuis des siècles et des siècles, que c'est lié à la possession, à la propriété, que c'est lié au système capitaliste et qu'en fait la domination elle se perpétue de génération en génération sans qu'on s'en rende compte. C'est un peu un truc, on est un peu comme des bantins.
Et en fait, on n'a jamais déconstruit ça, donc on n'a jamais stoppé ça. Mais moi, je pense que, en fait, nous, en tant qu'adultes, on a été dominés, donc il y a une satisfaction ensuite à nous de dominer. C'est cette satisfaction-là de cette fois de passer de concerner et de dominer à dominant. Donc je pense qu'il y a une certaine forme de satisfaction à devenir les dominants, une espèce de cercle comme ça. Et en plus, on le voit vraiment pas, mais aussi à satisfaire une société capitaliste où dominer c'est bien parce que ça permet d'avoir une société où la société civile fait pas de révolution, même si on est révolutionnaire. Moi, je trouve qu'on est quand même bien sage au vu de ce qui se passe pour les enfants. On est quand même une société qui plie rien, bien sage, qui travaille, on est docile. Et c'est ça qu'on apprend aux enfants. Et on est des adultes dociles et ça contribue à ce que les gouvernements puissent dominer la société. Ça contribue aussi, alors moi j'en parle pas très bien, je pense qu'il y a d'autres personnes qui en parleraient très bien, mais ça contribue aussi à des sociétés coloniales. Je pense qu'il y a un gros lien aussi à faire là-dessus, mais d'autres personnes en parlent mieux que moi. Voilà. Alors peut-être c'est super vrai question ce que vous avez dit. Je pense qu'il n'y a pas que une réponse. Il y a beaucoup de parents aussi qui vont appliquer des violences éducatives ordinaires parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'il faut faire. Et parce que pour être un bon parent, il faut que l'enfant devienne docile. Et donc, un enfant ne peut pas être docile tout le temps. Il développe, son cerveau se développe, et donc il va être impulsif par moment. Il va, avoir des réactions qu'on va peut-être pas toujours comprendre. Mais par contre, socialement parlant, vu que c'est pas ok, il va falloir vite canaliser ça. Et parfois, sous le stress, sous la panique, on prend des automatismes, on fait ce qu'on connaît, on fait ce qu'on pense qui va marcher, on fait ce qu'on pense qui va être bon pour l'enfant. Et là, je reprends du coup sur une question qui avait été posée, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, justement, en appliquant cette violence aux enfants, on crée aussi le problème. Et donc, l'enfant va être encore plus opposant, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme-là, mais et donc, d'un enfant qui va avoir quelques difficultés pour nous, en tant qu'adultes, de gérer son comportement, on va créer le problème et donc générer encore plus de difficultés comportementales avec l'enfant et de difficultés relationnelles. Donc à ce moment-là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Le parent parfois essaie juste de bien faire et il n'a pas les clés non plus et les codes pour pouvoir faire autrement. Puis la société dit qu'un enfant, ça doit obéir en fait. Et donc rien que cette phrase-là, qu'un enfant doit être obéissant, ça soumet l'enfant. Et comme tu disais, dans les études par exemple sur le harcèlement scolaire, souvent des personnes, les harceleurs ont été des anciens harcelés. Et donc clairement, il y a une reprise de pouvoir, même involontaire, où on va appliquer par automatisme, par réflexe, par parfois satisfaction aussi, des choses qui sont socialement admises, malheureusement. Merci beaucoup à vous toutes. On va aller vers la conclusion. Quels seraient peut-être selon vous les leviers prioritaires pour aller vers une société sans domination adulte? Et voilà, ça peut venir aussi d'ajouter le mot de la fin qui sera le bon pour vous. Merci. On en comme une autre pour le Marine, bonsoir. Non, mais alors, je pense qu'on a brassé socialement, finalement, même artistiquement, me dire toutes les personnes qui sont bonnes autour d'eux et qui s'engagent vont vraiment en faire avancer les choses, même si c'est une petite goutte d'eau dans les séances, je pense que ça vaut la peine. Moi, je me réjouis de voir autant de gens volontaires bien biaisés, parfois avec des visions différentes et des cadres théoriques différents aussi, mais au final, tous dans une volonté on essaie d'avancer tous ensemble avec les différences. Et je trouve ça super enrichissant et super chouette de voir qu'il y a plein de monde qui s'est mobilisé et peut-être aussi le collectif TVO pour la réforme mondiale qui explique évidemment que si les deux ingrédients principaux ont su faire en place. J'ai pas grand chose à ajouter, mais je dis que je suis assez convaincue que chaque action, même petite, contribue à faire bouger les choses. Donc, faut pas hésiter à se dire que à l'échelle de chacun,
on a un rôle à jouer, enfin petit ou plus grand. Enfin, voilà, c'est important, je pense, de se dire. La question, c'était comment avoir une société sans domination adulte. Je pense que c'est pas possible. Comment avoir une société sans domination adulte normalisée? Ça, oui. Là, déjà, on peut commencer à avoir espoir. Mais on peut pas avoir une société sans domination adulte. Encore une fois, je pense que on peut pas annuler cette question de pouvoir. Je sais, j'en parle tout le temps, mais c'est vraiment le point central. Il faut pas être dans cette perspective un peu presque idéaliste qu'on pourrait en fait être dans des relations comme ça dénuées de pouvoir entre les enfants et les adultes. Ça n'arrivera pas. Et, en tout cas, ça n'existe pas à l'heure actuelle sur notre planète Terre, quoi. Je pense pas que ça puisse exister. C'est un personnel. Donc je pense au contraire qu'il faut, voilà, la norme, il faut renverser les normes. Moi je mettrais quand même un tout petit bémol, j'ai entendu tout à l'heure un petit peu par rapport à l'éducation. Je pense pas que l'éducation soit le problème. Je pense que le problème c'est la connotation qu'on a de l'éducation. C'est la connotation qu'on a de l'autorité. C'est la connotation qu'on va avoir des limites aussi en France, les fameuses limites. Où on va vraiment, forcément, parce que on est dans une culture de la punition, on va avoir une sémantique et on va avoir des mots et des représentations, des façons de parler, des façons de penser, des façons d'écrire, des façons de dessiner, de réaliser, enfin, absolument dans tous les points culturels, avec forcément cette matrice culturelle de la punition. Donc, les limites, ça va être très axé punition. L'autorité, on va tout de suite penser à la punition. L'éducation, ça va tout de suite être amené à la punition. Mais il faut bien penser aussi qu'il y a d'autres endroits, d'autres matrices culturelles comme la Suède, où il y a ces mots d'éducation, d'autorité et de limite, mais qui ont une connotation totalement différente. Et qui n'ont absolument rien à voir avec la punition, ce sont bien plus dans la relation. Mais à mon sens, c'est très important, et vraiment, moi je le dis vraiment avec toute conviction, n'abolissons pas l'éducation, parce que si on abolit l'éducation, on abolit encore une fois la différence entre... non, pas nécessairement ce que vous dites, mais c'est des choses qu'on entend un peu dans différents lieux en France. En France, il y a beaucoup de confusion quand même globale, je trouve, quoi. Aussi parce qu'on n'a pas de sciences humaines et sociales sur le sujet vraiment dans des universités partout, à tous les endroits où il y a des chercheurs qui font vraiment des recherches sur ces sujets-là, qui ensuite viennent dans les médias, je sais pas, dans TF1, France 2, viennent raconter, voilà, ces perspectives-là. On est encore, on est uniquement dans des milieux qu'on va, voilà, on va nous qualifier de militants, on va nous qualifier d'activistes. J'ai rien contre, hein. Mais en fait, il y a aussi tout un pan académique qui est complètement invisibilisé. Et donc, du coup, on est marginalisé parce que du coup, on est vu comme des gens qui vont à la rencontre des figures d'autorité françaises qui vont être beaucoup plus ces gens dans la psychanalyse freudienne ou dans, voilà, c'est un exemple. Mais c'est un exemple quand même, c'est pas n'importe quel exemple. Mais il n'y a pas que. Mais tout ça pour dire qu'aussi, c'est un combat idéologique. Donc, c'est un combat de pouvoir, en fait. C'est qui a la position d'autorité, qui a le droit de s'exprimer sur ce sujet et qui est légitime à le faire. Donc à mon sens, c'est vraiment important en fait de pas. C'est peut-être le message que j'aimerais envoyer aujourd'hui, de ne pas en fait être dans une confusion, de vraiment essayer de dissiper cette confusion qui règne en France sur le sujet aujourd'hui, qui je pense fait qu'on n'arrive pas en fait à récupérer les foules parce que on est trop vu comme des milieux alternatifs. Voilà, ce serait peut-être mon message. J'ai rien à... moi, ce que je voudrais juste dire, c'est peut-être, juste mettons-nous à hauteur d'enfant en tant qu'adulte, finalement. Et parce que, c'est Édouard Durand qui avait dit ça, je sais plus quand, mais il avait dit, se mettre à hauteur d'enfant, c'est se grandir, et je pense que c'est pas mal de dire ça comme ça. Non, je peux. Ah, nickel, bon, voilà, super, la aussi. C'est fini. Mais du coup, voilà, grandissons-nous et j'ai perdu ce que je voulais dire. Ah si, regardons les enfants aussi, c'est tout bête, mais comme ça, on ne dira pas que nous aussi, on a été des enfants et peut-être que ça permettra de continuer le combat aussi en n'oubliant pas d'où on vient non plus, parce que je pense que le militantisme, quel que soit l'endroit où... quelle que soit la cause pour laquelle on milite, il y a toujours des questions d'ego quand même. Et des fois, il y a certains égos qui prennent beaucoup de place et ça peut donner envie d'arrêter. Et peut-être mettons nos égos de côté et recentrons-nous sur pourquoi on se bat et battons-nous ensemble, comme bien sûr c'est clair tout à l'heure. Parce que souvent on perd
C'est Entièrement d'accord, tu m'as un peu voyé mon goût. Je pense que David sur mon téléphone. Non, mais du coup, même aussi, je veux dire, ce cours des conscients de l'adeptisme, un atelier sur la connexion à l'enfant intérieur. Je pense que la première des choses à faire, c'est prendre soin de son enfant intérieur. En tant qu'adulte, on a été des enfants. Donc ne pas nier son enfance, ne pas l'oublier, la prendre en considération et même lui laisser une place. Je pense que c'est le début de la déconstruction et du changement de la société, ça passe par nous-mêmes. Ensuite, deuxième chose, mais regarder les autres enfants, enfin l'enfant de l'autre, mais pas que l'enfant de l'autre. L'enfant n'est pas une propriété, donc on a tous une responsabilité sur tous les enfants de la société. Et donc je pense que ça c'est important de sortir de l'individualisme de ce niveau et de regarder tous les enfants. Et je pense en plus que si on commence à regarder tous les enfants, là, en plus ça rafle, on regarde et trouve des couches et des couches de choses difficiles. Et en même temps, on se dit, oula, faut faire quelque chose. Donc je pense que c'est important de le faire. Et puis dernière chose, évidemment, comme il était tout à l'heure, et parce que je suis activiste, se mobiliser ensemble, s'unir. Chose. Moi, depuis que je suis activiste pour les droits des enfants, je remarque effectivement qu'on a du mal à s'unir. Déjà entre associations, syndicats, on a du mal à réunir tous les gens. Effectivement, il y a beaucoup d'ego, mais aussi il y a des gens qui sont là depuis des années. On arrive avec notre activisme, nous fait un peu peur. Surtout qu'on a une vision de l'enfant comme quelque chose de sage, de bleu ou de rose. Donc on a notre rouge, notre colère, ça passe mal. Mais voilà, je pense que c'est très très important de s'unir et donc la mobilisation de la société civile est ce qui changera les choses, enfin en tout cas ce qui contribuera à changer les choses. Merci. Et là, il y a Gabriel, c'est lui qui a pensé et qui a créé tout ce petit lac. Eh ben, encore merci à toutes les intervenantes et puis à vous toutes et tous pour cet échange très précieux et au plaisir de se retrouver le 24 mai et le 15 novembre pour continuer à ces échanges et ce n'est pas nécessaire. Merci.